me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Oh, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Ça, je dois reconnaître que c'est un certain kiff que de commencer et d'arriver sur scène avec du Johnny Hallyday. Perso, ça fait assez plaisir. Je vous disais, juste avant que Johnny ne commence à chanter, quel type d'envie vous avez envie d'avoir? Quel type d'envie on a envie de construire et quel type d'envie on souhaite faire partager et donner aux autres? Alors il y a l'envie qu'on vient d'entendre, écrite par Goldman et dans la bouche de Johnny, qu'on connaît tous, qui apporte la lumière, c'est ce qu'il dit, il y a des mots forts dans ce qu'il chante. Et puis il y a ce type d'envie-là, je vais vous laisser la découvrir. C'est un professeur du 19e siècle qui a écrit ça et qui donne une vision de l'envie maladive. La description qu'il fait sur le type de maladie qu'on risque d'avoir et que portent en eux les gens envieux, je ne sais pas, mais en revanche, ce n'est pas vraiment celle que j'ai envie d'avoir. Ce n'est pas vraiment celle que j'ai envie de partager. Et pourtant, je suis certain qu'on a tous à un moment donné eu une certaine forme d'envie. Alors quoi comme type d'envie? Quand on a été enfant, quand j'ai été enfant, il m'est arrivé, en plus j'étais fils unique, donc c'est compliqué, je le suis toujours d'ailleurs, c'est compliqué, mais il nous arrive de regarder le jouet du voisin en se disant « Ah ouais, ok, d'accord, c'est pas la même chose ». C'est une première forme d'envie. Un peu plus tard, au lycée, moi j'ai été assez envieux de 2-3 mecs qui réussissaient à sortir avec des filles qui étaient quand même super jolies et avec qui j'avais pris des bons râteaux. Et puis après, j'ai commencé à bosser. Et je bossais dans une agence de communication. Et je voyais bien qu'il y avait des gens qui allaient plus vite que moi sur certains sujets. Donc forcément, on a aussi ces envies-là. Ces envies-là, c'est quoi finalement? C'est des envies qui nous bloquent. C'est des envies qui nous arrêtent. En tout cas, moi, elles m'ont arrêté. Moi, elles m'ont bloqué. J'ai toujours eu la chance, en revanche, de faire le métier dont j'ai toujours rêvé. Petit, mais pour plein de raisons, j'avais envie de faire de la pub. Ça me paraissait être un truc extraordinaire. Avec un peu de recul, ça l'est toujours. Je ne sais pas si j'ai le même enthousiasme aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est quelque chose et c'est un métier qui repose sur l'envie. Si vous arrivez chez un de vos clients et que vous voulez lui vendre quelque chose, que vous arrivez les pieds en dedans, la tête en bas, etc., je vous garantis qu'il ne vous achètera rien. Si en revanche, pendant la présentation que vous faites, vous lui faites partager un peu de l'envie, un peu de cette envie-là, moi je me suis rendu compte que c'était une forme de pouvoir, que c'était quelque chose qui était assez magique. Mais ça reste une envie finalement assez égoïste, parce que c'est la mienne, je la partage avec un petit nombre de personnes, mais ça s'arrête là. Et l'âge venant, l'expérience venant, les enfants grandissant, je me suis rendu compte surtout que ce qui était important, c'était de faire que cette envie, on la transforme en une énergie formidable et qu'on en fasse quelque chose qu'on puisse partager avec les autres. C'est un peu comme un carburant que vous mettez dans un moteur, tout d'un coup ça fait un moteur à explosion et il se passe quelque chose. Et ça, c'est ce qui me paraissait être le plus frappant, le plus engageant, qui donnait envie de faire quelque chose. Un matin, j'ai discuté avec un de mes enfants, et, qui avait 12-13 ans à l'époque, et qui me dit « Ah, tu sais, papa, moi j'ai un copain à l'école, tous les soirs il s'endort en parlant à son téléphone. » Comment il peut parler à son téléphone? Ça n'existe pas. Il dit si, il a l'application Siri, je ne sais pas si vous connaissez, et son téléphone lui répond. Et je lui dis, je fais un métier qui s'appelle la communication, on rentre dans une époque aujourd'hui où on parle à son téléphone, on ne parle plus à son voisin, et vous avez tous fait, j'imagine, ce constat-là, c'est qu'on n'a jamais été aussi connectés les uns aux autres, et pourtant on n'a jamais autant regardé nos pieds quand on marche dans la rue. Alors certes, il y a des crottes de chiens, mais ce n'est pas que à cause de ça. C'est juste que tout d'un coup, un regard peut devenir une agression. Et je me suis dit, d'autres se disent d'autres choses en se rasant le matin, moi je me suis dit, et si on redonnait envie aux gens de prendre le risque d'une conversation?
Et j'ai créé un truc, on m'a regardé avec des yeux ronds comme des billes en me disant « mais t'es complètement fou ». J'ai créé le Festival des conversations. Et le Festival des conversations, c'est quoi? C'est donner envie aux gens de venir à un moment donné partager un sujet de conversation, quel qu'il soit. C'est ouvert à tout le monde, les gens viennent, et ce que je demande aux gens, c'est venez vous mêler à nos conversations. Apportez votre pierre, votre brique. Et aujourd'hui, le festival, il existe dans cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a une journée, 16 avril, c'est la journée de la conversation, et dans cette forme-là, il existe un peu partout dans le monde. On a plein de petits festivals des conversations qui sont nés. Ça existe à New York, ça existe à Londres, ça existe au Maroc. Et c'est pour moi quelque chose d'important que de voir des gens s'emparer de ce sujet qui est la conversation. Alors on me dirait, c'est anodin, ça ne change pas fondamentalement le monde et ça ne fait pas vraiment bouger. Je suis d'accord. Mais simplement, il y a une gourmandise dans la conversation. Il y a une espèce de plaisir dans la conversation. Et on est à une époque, on est dans un monde où on a devant nous des centaines de nouvelles fenêtres qui existent qui permettent de converser. Les réseaux sociaux permettent de converser. Et les jeux vidéo permettent de converser. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les jeux vidéo et on s'est rendu compte que des gens qui jouent à des jeux comme World of Warcraft, par exemple, eh bien, la première chose qu'ils font quand ils ont créé leur ligue, c'est de vouloir se retrouver en vrai pour parler avec les gens avec qui ils sont. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que nous avons ces fenêtres de conversation et on ne sait pas forcément bien s'en servir. Donc, un des enjeux pour moi, c'est vraiment de réussir à faire en sorte qu'on prenne conscience qu'on ne doit plus être esclave de ces objets-là et qu'on doit s'en servir comme des moyens d'aller plus loin et d'aller vers les autres. Converser, ça veut rien plus ne dire que aller avec, faire avec. Partager une envie, c'est ça. C'est faire en sorte qu'à un moment donné, on donne à quelque chose à l'autre et que l'autre vous renvoie quelque chose. Et puis le festival, il a évolué. Je vous parlais tout à l'heure de gourmandise, de conversation. Il y a un moment qui est extraordinaire pour une conversation, c'est préparer un repas. Et donc, ayant travaillé dans des quartiers qui étaient des quartiers un peu compliqués, avec des communautés qui ne se parlaient pas, j'ai décidé de créer le Festival des cuisines populaires. Alors, le Festival de cuisine populaire, ça donne ce genre de sourire-là. C'est d'installer pendant 3-4 jours en pied d'immeuble, dans des quartiers vraiment compliqués, des gens et de dire, voilà, on va ensemble partager un repas. Ah oui, toi, la semoule, tu l'as fait comme ça. Toi, le mafé, tu le fais comme ça. Toi, ton couscous, il y a ça dedans, etc., etc. Et c'est ça que je veux qu'on arrive à faire et qui a donné naissance, il y a quelques années, à la création de Bleu Blanc Zèbre, c'est de faire en sorte qu'on réussisse à faire avec, à faire les uns avec les autres. Je suis lassé quand on me dit aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est important. Oui, bien sûr, mais on le subit, le vivre ensemble. Ce qui est important, c'est de faire avec, c'est de faire pour les autres, c'est de partager un certain nombre de choses. Un matin, j'allais en rendez-vous chez un de mes clients et j'étais un peu en avance, j'achète un journal et je tombe sur une chronique qui était signée Alexandre Jardin et qui s'appelait « Colère ». Et il disait « J'en ai assez de ce monde où on dit aux gens que le plus beau jour de leur vie, c'est le jour où ils partent à la retraite. J'en ai assez qu'on dise et qu'on ne résume la vie de la société française uniquement au fil d'infos de BFM Télé. » Honnêtement, quand vous regardez ça, vous dites qu'on est dans un pays foutu, on s'en sortira jamais. Eh bien, tout cet article tournait autour de ça. Et il terminait en disant une chose, et si on agissait? Et si on faisait, qu'on prenait en main notre destin pour faire bouger les choses? J'ai fait une chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent, je ne suis pas sûr de recommencer, qui est que je lui ai envoyé un mail en lui disant, on se connaissait parce qu'on avait travaillé ensemble sur le Festival des conversations, je lui ai envoyé un mail en lui disant, vous faites des choses dans votre coin, moi j'en fais dans le mien, et si on les faisait ensemble? Et à ma grande surprise, le lendemain il m'a appelé, il me dit, on prend un café. Bon, on est allé prendre un café. On a passé 1 heure ensemble, je suis reparti de là en disant ce mec est complètement cintré, brillant, mais cintré. Qu'est-ce qu'il a fait pendant l'heure qu'on a passée ensemble? Il m'a fait partager son envie. Il m'a fait partager ce moment de dire, mais effectivement, on fait des choses chacun dans notre coin. Et si à un moment donné, on unissait nos envies, si à un moment donné, on unissait nos façons de travailler et d'avancer ensemble pour faire bouger les choses. Et si on pouvait réussir à faire un truc qui peut paraître dingue, c'est de faire bouger la société. Arrêtez de râler. Arrêtez de se dire c'est foutu, on ne peut rien y faire. On est tous une part de responsabilité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui et à chacun à son niveau peut faire quelque chose. Et donc on a lancé, il y a 3 ans maintenant, un mouvement qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. Quand on a démarré, on était 15, on n'avait pas un sou, on n'avait aucun moyen. J'avais juste la chance d'avoir un porte-parole qui est Alexandre, qui quand il appelle une chaîne de télé ou un média, généralement on lui ouvre les portes. Et on a démarré, moi je me souviens, j'étais en Algérie pour mon boulot, et je recevais les mails des gens pendant qu'ils faisaient son émission de télé sur France 2. Et je voyais bien, la connexion n'était pas terrible, mais je voyais bien que les mails n'arrêtaient pas d'arriver. Et il y avait des tas de gens qui, partout en France, disaient « Moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je règle tel problème de la société. » Parce que notre message, il était simple. C'était de dire « Vous réglez un problème de la société française, peu importe la structure que vous ayez, que vous soyez une association, une entreprise, un élu local,
peu importe. Parce que le jour où vous voulez qu'on règle votre problème, vous vous fichez de savoir quelle est la structure qui est en face de vous. Ce que vous voulez, c'est qu'on agisse, qu'on fasse quelque chose. Et on a embarqué des gens dont on a découvert qu'ils étaient excessivement seuls. Je suis sûr que dans la salle, il y a des tas de gens qui, ici, travaillent dans des assos, connaissent des entreprises qui ont trouvé des façons de régler une partie de la solution française. Ce qu'on sait, c'est que depuis 3 ans maintenant, où on arpente les territoires avec Alexandre, où on va partout, vraiment, majoritairement, et peut-être même dans leur intégralité, les problèmes de la société française ont tous trouvé une solution. La seule chose, c'est qu'elles sont isolées. La seule chose, c'est qu'encore une fois, vous ne les verrez jamais dans les médias classiques tels qu'on les connaît. Je vais refaire un coup sur BFM et ITélé, mais vous ne les verrez pas dedans. La presse quotidienne régionale, de temps en temps, raconte un certain nombre de choses, mais ne fait que survoler. Nous, ce qu'on veut, c'est que profondément, ces solutions qui existent, qui règlent les 7 fractures de la société telles qu'on les a identifiées, qui sont le logement, le chômage, l'emploi, l'éducation, le faire avec, la fraternité, etc., toutes ces actions-là puissent se partager. Et qu'on réunisse des gens et qu'on crée ce qu'on appelle des parcours, c'est-à-dire qu'on soit capable de régler, encore une fois, pas tout, mais un bout des problèmes de la société française. Il y a une phrase de Mère Teresa, que j'aime beaucoup, qui dit que tout ce qu'on peut faire peut paraître minuscule. Ça peut être une goutte d'eau dans l'océan, mais l'océan n'aura plus jamais le même goût. Et ça, je suis convaincu de ça. C'est-à-dire qu'on a tous en main cette capacité à faire bouger les choses, à les faire avancer, à faire changer. Et c'est cette énergie-là, cette envie-là qu'aujourd'hui, on partage avec Alexandre et avec 300 actions qui sont sur la plateforme, plus de 70 territoires dans lesquels on est présent, qui vont de communes dans la banlieue de Dijon de 200 personnes à la région PACA avec 3 millions d'habitants, et demain la région des Hauts-de-France. Et la Bourgogne, puisque on est en train de discuter avec la Bourgogne en ce moment. Donc on est vraiment sur des modèles qui montrent que la société civile dont on parle, c'est-à-dire nous tous, pouvons nous engager et pouvons faire bouger les choses. Quand on a créé le site de Bleu Blanc Zèbre, Alexandre me dit qu'il faut qu'on donne la possibilité aux gens de pouvoir s'engager, etc. Et on a tourné, on a cherché. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit « ça y est, j'ai trouvé. On va donner aux gens la possibilité de s'engager 1 minute, 1 heure ou 1 jour. » Ce qu'il avait oublié de me dire, c'est qu'on pouvait aussi s'engager pour la vie, mais ça, ma femme s'en est rendue compte depuis. En revanche, s'engager 1 minute, 1 heure ou 1 jour, c'est tout simple. 1 minute, c'est quoi? On a tous autour de soi des gens qui avons un compte Facebook, un compte Twitter, etc. C'est simplement de dire « j'aime » ou « je fais connaître telle action ». 1 minute, pas beaucoup, ou « j'ai autour de moi telle chose ». 1 heure, c'est « j'habite dans tel quartier, je sais qu'il y a une association ou une entreprise qui règle un problème de covoiturage, qui règle un problème de lecture, qui règle un problème de retour à l'emploi, etc. Je veux vous faire connaître cette action. » Et 1 heure, c'est de dire « ben voilà, moi j'habite dans tel quartier, dans telle rue, et j'ai envie de faire ce qu'on appelle un café de zèbre, c'est-à-dire que j'ai envie d'avoir des gens qui vont se réunir autour de nous et qui vont s'engager et qui vont simplement partager à un moment donné cette valeur commune qui, pour moi, est la chose la plus importante dans notre devise républicaine, c'est la fraternité. C'est la seule sur laquelle, en plus, on puisse directement agir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire avec. Et on est tous les acteurs de cette fraternité-là. Voilà, c'était ça un petit peu l'histoire des zèbres que j'avais envie de partager avec vous. Et finalement, aujourd'hui, être en vie, avoir envie, c'est avoir envie de partager, c'est avoir envie de faire avec, c'est avoir envie de communiquer, et c'est avoir envie d'être un peu bousculé par ce que les autres nous amènent en face. Et un dernier point, parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que ça veut dire que bleu, blanc, zèbre? Pourquoi le zèbre? Alors, je vais vous confier 3 secrets. Le zèbre, pourquoi? D'abord parce que ça correspond au livre qu'Alexandre a pu écrire. Bon, ça, c'était assez basique. Deuxième élément, c'est que le zèbre est un animal qui ne se dresse pas. Vous ne verrez jamais aucun zèbre dans un cirque. Jamais. Il y a eu des expériences malheureuses au moment de la Deuxième Guerre mondiale où, après les bombardements alliés sur l'Allemagne, il y a des villes allemandes qui avaient essayé d'utiliser des zèbres qui étaient dans des eaux pour tracter des autobus. Ça n'a pas été très brillant. Et est-ce que vous savez pourquoi les zèbres sont rayés? Les zèbres sont rayés pour éviter d'être piqués par la mouche tsetse. Donc ça veut dire qu'on ne nous endormira jamais.